Je vais faire un exercice qui est totalement nouveau pour moi, puisque c'est la première fois que je parle comme ça devant une caméra pour m'enregistrer. Sauf que j'ai un petit peu de mal en ce moment avec l'écrit, je ne sais pas par où commencer. J'ai l'impression que ça me prend beaucoup trop de temps et finalement je n'écris rien. Alors qu'il y a, paraît-il, des pensées ou des réflexions qui auraient leur importance et leur intérêt, sur lesquelles je pourrais revenir plus tard et qui serait bon que je me remémore ou que je puisse approfondir en sachant d'où je pars. Bon, pour le coup, je vais parler de quelque chose qui a non pas enclenché, mais qui a fait progresser ou réenclencher une réflexion que j'avais déjà. Tout à l'heure, j'étais sur... En fait, j'ai vu une vidéo parce que quelqu'un parmi mes contacts l'avait appréciée. Et cette vidéo était un extrait de conférence, je vais pas dire de bêtises, donc je vais chercher. Comment faire ça? Alors, cette vidéo ça a été republié sur TikTok. C'était un extrait de conférence donné par Aurore Stéphan, titré La ruée minière au XXIe siècle. Dans cette vidéo, l'intervenante expliquait que bon, comme on s'en doute, il y a des minéraux rares et les minéraux ne sont pas extraits dans des conditions franchement bonnes pour l'environnement. Mais non seulement ça, dont on a plus ou moins conscience, mais les chiffres qu'elle donnait étaient assez vertigineux puisque je vais pas les redonner, j'irai rechercher. Enfin, la personne qui regardera la vidéo, si que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui ira chercher. Ce qu'elle expliquait, c'est que dès le départ, les minéraux qui sont extraits, mis à part 4 principaux qu'on trouve proches de la surface de la Terre, il me semble qu'il y avait l'aluminium, le titane, 2 autres, sont en fait en quantité infime par rapport à la matière qui est extraite dans les mines. Donc les mines, contrairement aux carrières, c'est pas elle qui le dit, mais les mines, contrairement aux carrières, donc indique la présence d'un gisement dont on extrait une substance, mais cette substance, l'extraction de cette substance laisse énormément de déchets. Le produit brut, en fait, n'est pas brut. On peut se dire qu'il y a juste à le raffiner, c'est qu'il y a énormément de pertes autour. Contrairement à une carrière où on prend la pierre et puis on la coupe, on la taille et puis c'est déjà la matière première. Et cette conférencière, Aurore Stéphan, expliquait que donc non seulement pour obtenir une petite quantité de minerai, donc ça dépend du minerai, l'or par exemple c'était quelque chose d'énorme, je crois que c'était 1 millionième de poids au poids. C'est-à-dire pour avoir une quantité comme ça, non c'est pas le volume, c'est le poids. Donc pour avoir 1 kg d'or, il faut 1 millionième de choses extraites actuellement. Parce qu'apparemment, tout se raréfie dans le sens où on a exploité les mines les plus accessibles et sans doute les plus riches ou ayant la plus grande concentration. Donc maintenant il faut aller plus profond et il faut rejeter une plus grande quantité de déchets. C'est horrible de dire ça, ce sont
des roches qui sont là, sous différentes formes d'ailleurs, et qui ne sont plus que des déchets. Et dans ces roches, il y en a pas mal qui étaient là tranquillement et qui se retrouvent soit à l'air libre, soit j'imagine à l'eau libre, en tout cas qui se retrouvent en circulation et qui sont extrêmement polluantes. Donc c'est un problème écologique énorme, sachant qu'on accélère. Et là encore ce sont des chiffres très importants que je n'ai pas retenus par cœur. On accélère la consommation parce qu'on a des besoins accrus en métaux assez rares, pour notamment tout ce qui est de l'électronique, et en particulier l'électrique. Et donc cette dame apparemment n'aime pas beaucoup les voitures électriques, puisque il me semble 50% du lithium extrait correspond à un besoin lié aux voitures électriques. Et c'est quelque chose d'assez récent. Enfin, à cette échelle, c'est quelque chose d'assez récent, puisqu'avant c'était très confidentiel. Et ça risque de ne pas aller en s'amenuisant. Donc il y a des populations qui sont évincées de leur terre. Bon, ça je le savais, il y a des groupes qui aiment beaucoup les géologues notamment. Qui obtiennent le droit d'exploiter certains territoires, donc j'imagine contre argent, somme, rétribution avec le gouvernement. Et du coup, les gens qui vivent là depuis très longtemps, ou c'est une réserve naturelle, enfin, ces gens doivent être expulsés, leur mode de vie est très probablement en danger aussi. Et bien sûr, tout ce qui est faune et flore, on s'en fiche. Sachant qu'on fait un peu partie de la faune aussi, il me semble. Donc, en fait, je n'avais pas conscience des dégâts déjà en cours. Je connaissais, enfin j'avais vent de ce qui était absence de protection et comment dire, ou en tout cas mauvaise protection, exploitation des populations locales, exploitation des enfants. J'avais en partie conscience de certaines pollutions, notamment dans des mines plus ou moins légalement détenues par on ne sait pas exactement qui, plus je parle de mines d'or, oui, mines d'or, plus tout ce qui est empoisonnement des cours d'eau au mercure. Mais je n'avais tout simplement pas conscience de l'ampleur du risque. C'est même pas un risque en fait, de l'ampleur des dégâts déjà qui se sont déjà produits, ni de la variété de dégâts et du nombre, je ne sais toujours pas le nombre de personnes touchées. Mais en tout cas, oui, je ne savais pas que l'environnement... Ah oui, les fonds marins aussi. Un sacré fond marin, puisque la pêche sur la Seine n'a pas pu être interdite, ce qui est une autre question. Enfin, là, donc cette conférence m'a déclenché, je ne sais pas si c'est une prise de conscience, en tout cas, mon niveau de connaissance du sujet n'a sans doute pas augmenté énormément, puisque ça durait 10 minutes cet extrait, je n'ai pas regardé la conférence en entier. Mais j'ai ce sentiment d'urgence et de besoin de sobriété. Ça me pose en fait certaines questions que j'évite assez souvent, notamment liées à ce téléphone. Comme je le disais hier avant de partir faire de la corde à sauter, ce téléphone m'a été offert il y a 3 ans. Et j'avais un questionnement écologique, et quand je parle d'écologie, j'inclus aussi l'humain, m'avait mené la conclusion que je ferais bien d'acheter
un certain type de smartphone, ce que je n'ai pas fait puisqu'on m'a offert ce téléphone. En fait, si on l'avait pas offert, j'aurais très probablement acheté un Fairphone. Un Fairphone, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un nom de marque, c'est le nom du téléphone et je crois que c'est aussi le nom de l'entreprise qui le fabrique. Donc ce téléphone est créé par une entreprise néerlandaise. Je dis mais je ne sais pas ce qu'il en est actuellement. En tout cas, il y a 3 ans. C'est un téléphone qui existait sous 2 modèles, dont un plus récent et donc un peu plus coûteux que l'autre. Déjà, le téléphone est coûteux, c'était 500 € je crois les smartphones. Mais il avait 2 particularités. La première était que les matériaux étaient traçables. Donc le consommateur était informé des conditions dans lesquelles ils étaient extraits. Et aussi, comment dire, cette traçabilité avait aussi une garantie de respect des droits des populations, de respect de certaines bonnes pratiques. Je ne sais plus lesquelles, je ne sais pas si j'étais allée chercher en détail, mais ça me paraissait suffisamment sérieux. Et la deuxième caractéristique, c'était que ce téléphone est non pas comme un smartphone classique, un assemblage de circuits imprimés tout miniature qu'il est impossible de réparer. Bien sûr, il en contient, mais il est modulaire, c'est-à-dire qu'on peut remplacer simplement une partie. L'utilisateur lui-même, admettons qu'il rencontre un jour un problème avec son micro, le ton, le micro casse ou avec sa caméra, peut faire remplacer simplement une partie de son téléphone pour m'économiser par une centaine d'euros. Il va demander un module de caméra. Il va racheter un module et comme ça il peut conserver le téléphone, donc l'outil lui-même, le produit est réparé et non complètement jeté. Je crois aussi qu'il y avait du recyclage, mais ça je ne me rappelle plus très bien, donc je ne peux pas l'assurer. Donc suite à l'obtention, à l'acquisition de ce téléphone, j'ai un peu laissé tomber ces questions. Et en fait j'ai plus d'électronique qu'à l'époque. Puisque même si j'ai toujours mon ordinateur qui, même si maintenant il faiblit, sa batterie faiblit, l'ordinateur est toujours fonctionnel. Ça fait peut-être quelque chose comme 5 ans que je l'ai. Donc cet ordinateur je l'utilise toujours, mais par exemple ici j'ai un téléphone qui est je filme avec un appareil photo qui est un appareil photo numérique qui a un objectif également électronique. C'est une deuxième ou troisième main, donc ça reste quand même un appareil électronique avec des batteries aussi qui sont fabriquées je ne sais de quelle façon. J'avais essayé hier de filmer avec un micro, c'est pour ça qu'il y a un grand décalage avec la vidéo précédente, et le micro est neuf. J'ai perdu depuis deux disques durs, donc j'en ai racheté, là aussi encore de l'électronique. Et quoi d'autre? J'utilise bon, il y a des choses qui sont difficilement évitables, j'imagine. Un déshumidificateur d'air électrique qui évite d'avoir à changer tout le temps. Il y a aussi une pollution chimique, donc ça c'est aussi... c'est pas exactement lequel est le mieux. Et par contre, je dessine principalement, depuis maintenant un peu plus d'1 an, sur tablette. C'est-à-dire que je griffonne vaguement parfois sur des carnets, avec un crayon gris ou un stylo. Mais la plupart de
de ce que je produis, c'est avec une tablette, un logiciel, donc en faisant fonctionner encore l'ordinateur. Alors, la question... je réfléchis à la façon dont je vais aborder les autres thèmes qui sont pour moi liés. Je parlais de la tablette. J'ai pour ambition, je pense qu'on peut parler d'ambition, de vivre, enfin de créer des œuvres artistiques, visuelles, c'est-à-dire plastiques, mais j'ai du mal à utiliser le mot plastique. Parce que pour moi, plastique, c'est quelque chose qu'on peut palper. Et étant donné que j'utilise du numérique, je fais pas de la 3D, je fais du 2D, quelque chose qui ressemble en fait de très près à du dessin ou de la peinture traditionnelle. Enfin, on va dire plastique quand même pour simplifier. Donc je souhaite vivre d'œuvres que je crée plastique, ce qui n'est pas encore le cas. Je n'ai rien vendu, je n'ai pas créé grand chose d'abouti, ni ne l'ai montré à quiconque, ou quasiment pas. Et la tablette était... C'est quelque chose qu'on m'a offert encore une fois. C'est pas la même personne que le téléphone. La tablette, c'était un peu paradoxal. Parce que, pour moi, ça m'évitait certains problèmes tout en créant d'autres. Le tout numérique m'embêtait déjà beaucoup. Le fait d'être toujours devant l'écran. Puisque mon activité actuelle, je la pratique devant écran. Sur ordinateur toujours. Et donc la tablette c'était encore des heures d'écran en plus. Et de l'électricité, plus En plus j'ai eu 2 tablettes puisque la première je sais pas si c'est la tablette ou le stylo, enfin ne fonctionnait plus. Donc j'ai déjà usé j'en ai usé une très rapidement. Et donc j'utilise la deuxième tablette. Graphique. C'est déjà la matière première, fabrication que je ne connais pas de cet objet. Enfin de ces objets, tablettes et stylets. Il y a un logiciel encore, donc l'électricité, etc. Grande dépendance à l'électricité et au fait de disposer d'un ordinateur. Avec la tablette précédente, je pouvais l'utiliser. Enfin, la tablette précédente, je pouvais théoriquement l'utiliser avec un smartphone. Mais bon, ça fait des images quand même assez difficiles à voir. Donc ça, c'est pour les inconvénients. Pour ce qui est des avantages liés à la tablette, il faut savoir que je suis végétalienne, on va dire végane, depuis pas mal d'années maintenant. Je dirais 5 ou 6 ans à peu près, peut-être même un peu plus. Végétarienne depuis... Ah non, ça fait plus que ça fait 7 ans et demi. Non. Oh, ça fait déjà plus de... Non, ça fait plus de 8 ans que je suis végétarienne, ça fait 8 ans et demi. Donc, je suis végétalienne depuis au moins 7 ans. Je dirais 7 ans à peu près. Et donc vegan puisque c'est l'important pour moi, c'est l'écologique et les questions du traitement des animaux. Et le problème en art, j'ai envie de dire traditionnel, c'est pas vraiment ce que je veux dire, c'est-à-dire de l'art non numérique, dessin, peinture, sur des toiles, sur des cartons, Je les ai pas mal de cartons et je vais peut-être y revenir d'ailleurs. Enfin, je vais suivre ma pensée dans l'ordre.
Le problème, c'est que beaucoup des matériaux, il y a la récup, mais beaucoup de matériaux, si on veut pas notamment, ne sont pas très écologiques et ne sont pas très respectueux, donc ni de la nature ni des animaux. Rien que par exemple les pinceaux, par exemple, je n'achèterais plus de pinceaux en petit gris, en poney, en soie de porc. Ça c'est fini, ça fait plusieurs années que je n'ai plus acheté. Ça veut dire que j'achète des pinceaux en plastique. En même temps, ça dure quand même certes plusieurs années. Je n'ai pas souvenir d'avoir jeté un seul pinceau de ma vie. Peut-être, hein, peut-être des vieux pinceaux de poney quand j'étais plus jeune. Mais la peinture, par exemple de l'acrylique, c'est du plastique. Et comparé à un pinceau, une couche de plastique, peindre avec du plastique, ça me déplaît fortement. Même si c'est un des médias les plus... Je ne sais pas si c'est facile à utiliser, mais en tout cas ça permet une variété d'usages. Et notamment des tableaux que je trouve vraiment très chouettes. Qui sont créés avec un mélange d'acrylique et de divers solvants pour jouer avec l'épaisseur, la densité de la peinture, et on fait couler la peinture, plusieurs couleurs différentes sur la toile, et les couleurs se poussent entre elles et ça crée des motifs ça fait très vaguement penser aux marbrures créées à l'encre sur une couche d'eau qu'on utilise par exemple pour du beau papier. Donc l'acrylique plastique, l'huile, pas mal, la peinture à l'huile, on a pas mal de produits à base d'animaux qui sont utilisés pour le traitement des... Ça je ne le savais pas, mais je l'ai su plus récemment. Le traitement des toiles. C'est souvent aussi de la colle animale, je crois que c'est de la colle animale. Enfin, l'enduit qui est posé sur la toile avant de peindre, pour le préparer. Donc l'acrylique, non, l'huile, non. La gouache et l'aquarelle, c'est ce qui me reste, enfin pas toutes les gouaches, et sans doute quasiment toutes les aquarelles quand même, sont à peu près correctes. Là je parle en matière uniquement par rapport aux animaux, par rapport à l'écologie, c'est encore autre chose, je ne sais pas. C'est assez opaque, ce sont des petites, généralement des tubes assez petits, on peut les finir assez vite, donc ça fait encore de l'aluminium ou je ne sais quel emballage à jeter. On m'a proposé, une amie m'a proposé il y a plusieurs mois de ça, peut-être même un an, le temps passe, de m'apprendre certaines choses concernant la création de peinture. Elle m'a parlé de tempéra parce que c'est ce que elle apparemment connaissait, et elle faisait elle-même préparer ses pigments et ses peintures. Et donc moi, bêtement, je n'ai pas donné suite parce que tempéra ça veut dire peinture à l'œuf pour moi. Et peinture c'est le type de peinture qu'on utilisait par exemple à la Renaissance. Et ça donne des peintures qui ont plutôt bientôt les 20 ans. Et quand je dis que j'étais bête, c'est que hier, ayant eu donc cette espèce de reprise de conscience devant cette vidéo des enjeux écologiques, des enjeux humains qu'on oublie si facilement, j'ai réfléchi à revenir à la peinture physique, c'est-à-dire délaisser petit à petit. Je ne pense pas délaisser complètement, mais je penserais introduire
de la peinture que je puisse toucher avec mes doigts. Donc peut-être de la peinture digitale au vrai sens du terme, et non numérique. Et j'ai réfléchi aussi au fait, je sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé avant, au fait de créer ces peintures, et je me suis dit peut-être qu'il y a d'autres façons. Et effectivement, j'ai cherché tempéra, et il y a une alternative. On peut créer de la tempéra classique, et on peut aussi utiliser du jus de cuisson de certains légumes. Voilà. Et ça n'a pas l'air extrêmement compliqué. Bon, par contre, je ne sais pas tous les pigments, ça demande des recherches. Mais ça ne me paraît ni aberrant, ni infaisable. Un côté artisanal aussi qui me plaît. D'ailleurs, je vais ajouter, parce que oui, je vais faire un demi-tour, ce n'est pas la seule raison qui m'a fait considérer le retour à de la peinture traditionnelle, à la peinture physique, je veux dire physique. Depuis quelques temps, plusieurs jours, même plusieurs semaines, j'ai perdu un certain enthousiasme à pratiquer le dessin et la peinture. Je crois que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas utilisé la tablette. Donc je dessinais très vite fait au crayon gris. Et pourquoi je pense qu'une réponse importante se trouve dans l'utilisation croissante et démocratisée de l'intelligence artificielle. Alors je ne sais pas comment appeler ça vraiment, parce qu'on va dire pour la production d'œuvres d'art. On sait qu'il y a deux sens au mot art. Il y a pour moi l'art au sens artistique, au sens de la création qui est liée au ressenti, qui est liée au vécu, aux émotions, à l'expérience humaine, expérience à l'empathie, aux réflexions, à la philosophie, et l'art dans le sens la perfection technique. C'est-à-dire l'artisanat, mais un artisanat théorisé à un point de... Comme par exemple un pont, peut être un ouvrage d'art. Et c'est pas de cet art-là, manifestement, qu'on parle. On parle d'art comme dans les beaux-arts. Donc, des personnes ont créé, mis au point une intelligence artificielle qui, pour peu qu'un utilisateur lui soumette certaines requêtes, donc il choisit des mots-clés, comme quand on fait une recherche sur Google par exemple, ou alors il fait une phrase, cette intelligence artificielle pompe dans un fond. Je ne sais pas si c'est un fond qui lui a été attribué, qui a été rentré dans sa propre base de données, ou si elle est capable d'aller sur internet, de faire des recherches sur Google ou par son propre moteur de recherche, ça je ne sais pas. En tout cas, le fait est qu'elle pompe dans des représentations d'images. Je dis des représentations parce qu'évidemment il y a des œuvres qui sont physiques, qui ont été prises en photo, donc certainement elle prend les photos, mais aussi des œuvres numériques, donc directement accessibles sous format de fichier. Donc elle pompe dedans et elle va recréer une œuvre nouvelle correspondant au desiderata de la personne qui a fait la requête. Le résultat peut être esthétiquement plaisant, voire beau, donc agréable à voir, décoratif. Et d'autre part, je trouve une qualité admirable au travail
à la réalisation d'une telle intelligence, de ce genre de robot. Pour le reste, je vois de la contrefaçon, puisqu'il y a une violation à mon sens, c'est même pas à mon sens, il y a une violation tout à fait caractérisée des droits d'auteur. Des auteurs qui ne sont pas au courant du fait qu'on ait copié une partie de leur œuvre, qui n'ont du coup ni crédit, ni intérêt. Ils ne sont pas mentionnés, ils n'obtiennent aucune contrepartie, ni financière, ni autre. Et on peut même supposer que s'ils ne sont pas très connus, la contrepartie est négative, dans le sens où peut-être que leur style peut être utilisé, mélangé au style de quelqu'un d'autre, et alors percé sans qu'eux-mêmes n'aient la moindre reconnaissance. Si on écarte un instant toutes les professions artistiques au sens pur ou quasi pur, on peut supposer déjà que beaucoup de métiers seront sinistrés. Je pense à tout ce qui relève de la communication visuelle, donc les graphistes, les personnes qui créent des visuels, des publicités, des logos. Ces personnes risquent de ne plus du tout avoir leur place. Ou les places risquent de devenir extrêmement rares et chères et de se réduire à du traitement de texte, de la recherche, de la commande de machine. C'est-à-dire taper des mots, obtenir des résultats. Le plus rapidement possible, bien sûr. Le plus efficacement possible. Pour en revenir à la qualité artistique, si on parle de maîtrise technique, que ce soit les créateurs de l'intelligence artificielle en question ou les utilisateurs, leurs compétences, ou en tout cas les facultés qu'ils mettent en œuvre dans ce processus créatif pour aboutir en tout cas aux œuvres. Je ne vais plus dire œuvres d'art, pour moi ce ne sont pas des œuvres d'art. Ce processus ne relève pas du tout de l'art en tant que création visuelle. Ils n'ont pas les gestes, ils n'ont pas le choix des couleurs, ils n'ont pas tout ce qui est traitement des ombres, tout ce qui est le traitement des nuances et des dégradés. Ce n'est pas eux qui l'ont. À la rigueur, la machine peut-être a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est une machine. Et en fait, il revient aux auteurs des œuvres premières, des œuvres qui ont été pompées. Et pour ce qui est de la qualité artistique au sens de l'expérience humaine, eh bien, ils n'en ont pas non plus, puisque ces œuvres nous parlent d'une forme, mais aucunement du fond, aucunement du trait du pinceau qui a été fait à tel endroit, avec un sens peut-être qui n'avait sens qu'à cette seconde-là par le peintre, puisque tout est fait instantanément dans un ensemble, et il n'y a que sur l'ensemble que la personne qui écrit ces quelques mots, la personne qui fait la requête, n'a de prise.
Donc je trouve en fait cette utilisation du terme artistique fausse et nauséabonde. J'espère que cet excès, en fait, que on commence à arriver pour certaines personnes dans l'excès. Quand je dis on, c'est-à-dire, je pense que les techniques, les technologies mises en œuvre vont arriver à ne plus être supportées par certaines personnes, comme il y a déjà quelques personnes qui sont réfractaires ou qui sont revenues de certaines réfractaires à ou revenues de certaines technologies, des personnes qui sont pas si nombreuses évidemment, qui n'ont par exemple pas de smartphone ou qui n'en utilisent pas, des personnes qui écrivent davantage à la main que sur clavier ou sur écran, ou qui dictent moins. On peut supposer que la recherche, ça ce n'est pas une idée qui m'est propre, c'est une idée qui est à une personne qui m'est chère et qui, je pense, ne lui est pas non plus complètement propre. La recherche, enfin même si c'est cette personne-là qui l'a développée, c'est la recherche de l'authenticité risque de devenir plus importante. Ne sachant plus qui a fait quoi, comment. Nous sommes déjà dans un contexte, c'est quelque chose qui me déplaît, en fait, qui me déplaît depuis plusieurs années que j'observe, de non-respect. Et je pense avoir moi-même eu ma part d'irresponsabilité à ce sujet. Non-respect de la qualité d'auteur, non-respect de la paternité ou maternité, on dit paternité, mais des œuvres visuelles. C'est-à-dire que facilement, on peut trouver une image sur internet, voilà une image. Comme si internet était vraiment un lieu, une table. On peut trouver une image, on peut faire une capture d'écran, on peut la garder sur son disque dur, soit. Mais on peut aussi s'en servir, la reposter, écrire un article, publier sur un site ou sur son blog, et puis mettre cette image en illustration. Et en fait, cette image participe à l'attrait qu'a cet article, mais jamais l'auteur de l'image ne sera nommé. Et peut-être même que la personne qui utilise cette image ne sait pas qui est l'auteur, ne pense même pas à la personne qui a soit décidé, soit peint, soit pris une photo, soit créé une sculpture ou autre chose. Fait une mise en scène. Et je trouve ça vraiment insuffisamment pris en compte. Je ne sais pas si c'est par la législation ou si c'est par les pouvoirs exécutifs. Puisque ce type d'utilisation n'a quasiment jamais aucune conséquence. On parle beaucoup, en tout cas on a beaucoup parlé du pillage des œuvres musicales. Et c'est vrai qu'on peut enregistrer facilement une œuvre. Autrefois, on pouvait quelque chose, une musique, un morceau, une chanson, passer à la radio, on enregistrait. Une émission de radio, on enregistrait. Et ça posait pas spécialement de problème. Maintenant, il est facile de rediffuser de façon, comment dire, indéfinie à des milliers de personnes et avec une qualité qui fait que on n'a plus tellement intérêt quand on accède à ce type de musique à acheter carrément auprès de l'auteur ou de la maison de disques. Et des actions ont été enclenchées à ce sujet. Mais pour ce qui est de l'image, en fait
bien qu'il y ait, j'imagine, une jurisprudence. Ce n'est pas du tout quelque chose qui existe dans l'inconscient collectif. Une personne qui va copier un film, copier une musique, un clip, va se dire oui, ça ne c'est pas très bien, elle aura une pointe de remords, elle se dira, en tout cas elle affichera le fait qu'elle le fait à petite échelle, elle le diffuse pas, elle ne le revend pas. Mais pour les images, les photographies, on n'a pas du tout cette conscience actuellement. Et moi, en tant que futur artiste, ça me fait très peur de voir mon travail republié sans mon nom, sans mon aval, d'une façon qui ne me plairait pas du tout, mais aussi mes idées réexploitées d'une façon qui me plaise ou pas, mais en tout cas réexploitées par une machine ou par des gens utilisant une machine contre laquelle je ne peux rivaliser, ou tout simplement mon style réutilisé. Et finalement, jamais je n'aurais eu la possibilité de le faire connaître si, avant même d'être rémunérée pour ce que je fais, je présente des choses pour me faire connaître, je présente des œuvres, et ces œuvres-là servent de chair à production d'œuvres de grande consommation. Le problème, enfin un des problèmes de notre époque, je vais me servir à boire parce que j'ai très soif et ma bouche est sèche. Un des problèmes de notre époque, un des enjeux de notre époque aussi, c'est la rapidité. L'efficacité, mais au sens de rapidité. Puisqu'on cherche, on est en concurrence. Tout le monde est en concurrence avec quasiment tout le monde. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains, je ne sais pas combien d'adultes. On va dire au moins 6 millions de personnes sont en concurrence les unes avec les autres pour obtenir de l'attention nécessaire pour obtenir de la rémunération, pour obtenir de la crédibilité qui peut mener à de la rémunération, qui peut mener à la reconnaissance de ses capacités, qui peut mener à des aides parfois, et à des coups de pouce qu'on donne, et donc potentiellement à des informations, donc des formations, qui peut mener à qu'est-ce que je disais, à l'obtention de prix, là on est aussi dans la reconnaissance, et aussi à des liens sociaux qui peuvent eux également amener toutes ces autres choses, mais simplement permettre à la personne de vivre sa vie. Outre le confort matériel, sa vie sociale, dont nous avons besoin tous dans une certaine mesure, étant une espèce sociale. La mesure étant très différente mais existante. Il me semble chez chaque être humain. Donc nous sommes en compétition permanente. Si on reste dans le domaine purement professionnel, une entreprise présente quelque chose, une entreprise ou une personne peut être une entreprise, présente quelque chose et cette chose-là se trouve en face d'un autre produit d'une entreprise concurrente. Et peut-être que cette entreprise concurrente aura un objet un peu plus performant, un produit un peu plus rapide, un peu plus rapidement disponible, peut-être à un coût légèrement moindre, et elle l'emportera. Et c'est pour ces raisons tout à fait compréhensibles qu'on a autant de problèmes d'éthique, je dirais même de morale en fait, puisque personne ne va dire, personne. Généralement, la population humaine dirait c'est pas très gentil d'exploiter des gens au-delà de leur force, de les manipuler, de les mettre en danger physiquement. Ce n'est pas très bien de détruire toutes les
de détruire des espaces naturels, ce n'est pas très bien de faire souffrir des animaux de façon évitable, ce n'est pas bien de polluer, de faire disparaître des lieux, de faire disparaître des vestiges anciens, ce n'est pas très bien de créer des déchets qui seront là pour des milliers d'années, de mettre en danger la population environnante et de mettre en danger nos descendants. Mais nous sommes dans un esprit de... Nous sommes face à la réalité. La réalité veut que nous soyons compétitifs. Et l'accélération est telle qu'on a ce qu'on connaît actuellement, on a connu le fast food, on a le fast fashion, c'est-à-dire les vêtements jetables, qui arrivent très rapidement, qui sont faits très rapidement, qui sont plus ou moins durables. Apparemment ils sont faits pour être portés 10 fois. J'ai déjà eu des vêtements comme ça que j'ai achetés ou que j'ai eu de seconde main, ou de troisième main même, et finalement ont duré plus que ce qu'ils étaient censés durer. Mais ils ne sont pas forcément conçus comme ça, la façon dont ils sont fabriqués est aussi polluante. Et tout voyage de très loin parce que ça coûte moins cher de faire venir de très loin quelque chose fait par des toutes petites mains qui sont payées très peu cher, plutôt que de le faire localement avec des matériaux sourcés et de façon respectueuse des droits de l'homme et respectueuse de l'environnement. À côté de ça, de cette civilisation-là, je pense que de plus en plus de personnes se disent « Oh là là, ça commence à être un peu trop rapide, j'en ai marre, je ne peux plus ». Moi je pense à différents types de personnes. Dans les vidéos que j'ai faites et que je n'ai pas pu exploiter parce que justement le micro ne marchait pas comme je le disais tout à l'heure, j'avais évoqué 3 types de personnes qu'on imagine liées, enfin peut-être moins connectées à un environnement très urbain, à un environnement très technologique et technocratique, je dirais même. Plus encline à être au contact d'une certaine nature, c'est-à-dire plutôt de la flore et des champignons éventuellement. Et qui se pose certaines questions vis-à-vis du type de progrès auquel nous assistons et auquel nous prenons part. Et je vois 3 types de personnes. Donc, dont un qui ne vit pas forcément à la campagne. Je vois ceux qu'on appelle les bobos, qui font beaucoup rire. Parce que ils ont une demi-conscience écologique, mais on la considère déconnectée, ils n'en font pas assez ou ils le font mal. Peut-être qu'ils se posent déjà des questions. Et c'est un bon début. Il y a à l'extrême ceux qu'on imagine comme aussi très peu malins, très conservateurs, voire tellement conservateurs qu'ils sont refermés sur eux-mêmes, voire très consanguins. Je pense à des gens qu'on appellera facilement ploucs, qu'on appellera cultéreux. Donc on les voit comme pas très évolués, des personnes qui, peut-être si elles n'y avaient pas été forcées, seraient restées vivre comme il y a 200 ans, qui n'avaient pas été forcées d'évoluer. Et en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été forcés effectivement d'évoluer à une vitesse trop rapide. On parle du remembrement notamment qui s'est passé au XXe siècle. Et le remembrement a consisté à faire des échanges de champs qui étaient des petites parcelles entourées par des talus avec des chemins creux éventuellement entre. Des talus végétalisés
et qui faisait que l'eau s'écoulait de façon, s'il pleuvait de façon plus lente, plus répartie, et le remembrement avait pour objectif de pouvoir créer de grandes parcelles de type monoculture. Or maintenant on s'est rendu compte que ça faisait des dégâts assez importants et que les sols étaient drainés et en fait ce n'était pas du tout bon à grande, à long terme, parce que ça favorisait l'érosion, ça favorisait les inondations notamment. Et donc ces personnes souvent ont été poussées par certaines politiques agricoles à s'endetter pour acheter des machines, pour être de plus en plus rentables, à passer à l'élevage intensif pour être de plus en plus rentable et finalement avoir des conditions de vie où elles n'ont pas le temps, si elles ont des animaux, de les connaître, si elles ont des champs, tout doit être automatisé et le plus grand possible, le plus automatisé possible pour avoir le plus d'efficacité, encore en matière de rendement, donc de quantité et de rapidité. Ensuite, on peut voir, je distingue un troisième groupe qui finalement n'est sans doute pas aussi imperméable que ça aux deux premiers. Je pense aux néo-ruraux et un certain type de néo-ruraux, ceux qui s'intéressent qui s'intéressent réellement à la terre, c'est-à-dire pas des gens qui viennent pour avoir une résidence secondaire, mais des gens qui cherchent à revaloriser le terroir, à redonner vie à des techniques traditionnelles ou ancestrales qui ont pu être délaissées, et non seulement à refaire vivre ces techniques anciennes, mais aussi à les mettre en place de façon rationalisée, de façon plus globale, à s'inspirer de techniques créées dans d'autres pays et à voir ce qui est le plus adapté en fait au sol, le plus adapté au type de plante. Et c'est un mode de vie qu'on imagine, un mode de vie et de pensée qu'on imagine volontiers difficile et qui certainement l'est parce que ça demande énormément de culture. C'est un énorme engagement en matière de temps, en matière de recherche, et que ce soit le fait de se cultiver, de lire, d'aller à des conférences, j'imagine, de faire soi-même des expérimentations pour voir si effectivement telle plante est adaptée ou pas, est-ce que telle plante peut s'adapter petit à petit par sélection, s'adapter à un tel ou tel sol après quelques mois ou années ou à des gelées par exemple. Et c'est difficile en même temps, c'est quelque chose qui me parle pour l'engagement, la volonté de bien faire et une volonté qui est active, pour la conscience des enjeux écologiques, des enjeux humains, et aussi pour la recherche d'une certaine autonomie. Je pense que ce sont des personnes qui prennent en main leur terre d'une certaine façon, qui ne cherchent pas à appliquer quelque chose qu'on leur dicterait, en tout cas qui sont capables de sortir des sentiers battus et de la première information. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant et nécessaire. Je n'aurais pas moi-même la volonté de le faire parce que je n'ai pas la volonté d'accorder. J'allais dire je n'ai pas le temps, je n'ai pas la volonté d'accorder ce temps.
j'ai d'autres activités qui m'intéressent et auxquelles je souhaite accorder du temps justement, dans lesquelles je souhaite investir mon temps de réflexion, investir mes économies si j'arrive à en avoir suffisamment. Et par contre, oui, j'aimerais bien moi-même pouvoir avoir une petite partie de cet esprit-là, faire mes expériences, cultiver moi-même ne serait-ce que quelques légumes, quelques plantes. C'est quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai eu quelques aromates, donc ayant tenu quelques mois, des plantes comme du basilic, du thym. Je n'ai pas eu de plantes comme j'aurais pu en années. Pardon, j'ai un cactus que j'ai depuis 4 ans, mais ce n'est pas la plante qui demande le plus d'entretien. Et en fait, depuis plusieurs années, je ne suis pas sûre de savoir si je bouge, si je ne bouge pas. J'ai déménagé plusieurs fois. L'année dernière, j'ai été assez peu présente, j'ai été absente pendant de longues périodes et donc ce n'est pas possible dans de telles conditions de s'occuper de plantes. Il faut les semer, il faut les rempoter, il faut les repiquer éventuellement si elles le demandent, les protéger du gel, les protéger d'un excès de soleil, ne serait-ce que pour cueillir des fruits. Quand c'est la saison, il faut être là au bon moment parce que, par exemple, les cerises, 10 jours plus tard, c'est fini. Ce sont les oiseaux qui les ont mangées. S'il y a eu un orage sur des pêches ou des poires, tant pis, c'est trop tard. Et je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire. Un peu plus en tout cas. Je pourrais faire un peu plus dans les mois qui viennent. Si je m'en donne la peine et si je prends le temps par rapport à mes autres activités justement, parce que c'est toujours un équilibre à trouver. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Moi j'ai grandi à la campagne, en tout cas aux limites d'un très petit village de campagne. J'ai, par mon éducation, une certaine proximité avec la nature, encore une fois, c'est-à-dire le fait de marcher dans des espaces dits naturels. J'allais aux champignons avec mes grands-parents par exemple, on cueillait des mûres aussi. Les champignons, malheureusement, je ne le fais plus parce que je n'ai pas acquis suffisamment de connaissances et je ne serais pas capable de reconnaître suffisamment d'espèces comestibles pour avoir une poêlée à faire en fin de cueillette et je n'ai personne avec qui partager cet intérêt-là. Je déplore un peu la perte, il me semble, la perte d'une certaine transmission intergénérationnelle, aussi du fait, cette perte du fait de l'accélération dont j'ai parlé. L'accélération qui fait que d'une génération à l'autre, et même je pense d'une demi-génération à la suivante, les intérêts, les façons de penser sont très divers et on se comprend assez difficilement. Et si les personnes les plus âgées ne gardent pas une certaine ouverture d'esprit, si les personnes les plus jeunes ne prennent pas le temps d'écouter quelque chose qui est dit dans une langue qui n'est plus tout à fait la leur. Et quand je parle de langue, je ne parle pas seulement des mots. Forcément, c'est quelque chose qui est difficile. Moi, j'ai un intérêt... Alors, je ne vais pas cacher que j'ai un intérêt pour... tout ce que je voulais dire, d'ailleurs. J'ai un intérêt pour les plantes, pour la botanique. Mais c'est vrai que si j'avais été un peu plus sérieuse, j'aurais pu... Enfin, je saurais déjà nommer plus de plantes. Je connaîtrais déjà plus de choses de plantes et de champignons, puisque les champignons ne font pas partie du règne végétal. C'est quelque chose à part. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je les sépare.
Même si, de par le fait qu'ils soient relativement inertes, ils ne se promènent pas, ils ne s'appellent pas les uns les autres comme des animaux, ils n'ont pas de, semble-t-il, de conscience en un point, de volonté semblable à celle d'un animal. Leur mode de vie, leur mode de fonctionnement rappellent des plantes, mais ce ne sont pas des plantes. Bon, je pourrais avoir lu suffisamment de choses pour être calée, et je n'ai pas pris le temps de le faire, donc c'est entièrement ma faute. Et je compte bien y remédier peu à peu. Je me suis intéressée un petit peu aux plantes, et ça fait déjà un certain temps, aux plantes sauvages comestibles, aux vertus de certaines plantes. Par exemple, je sais que certaines plantes sauvages sont très riches en vitamine C, c'est très intéressant de les voir. Si vous ramassez des plantes sauvages, quelle que soit la personne qui regarde cette vidéo, ne prélevez qu'une très petite quantité pour ne pas bouleverser les écosystèmes, pour ne pas priver d'autres personnes éventuellement qui passeront plus tard d'en cueillir à leur tour, pour ne pas embêter les animaux. Et donc, certaines plantes par exemple sont très riches en vitamine C. Il y a des plantes comestibles, des aliments. Là je parle d'aliments de tous les jours. Des aliments, des condiments, des plantes qu'on consomme en infusion par exemple, qui ont des vertus notamment hypotensives ou hypertensives. Et le fait que tout le monde n'en soit pas conscient, c'est quelque chose, je pense, auquel il serait bon de remédier, parce que certaines personnes se mettent en danger en consommant trop par exemple, ou alors certaines personnes sont un petit peu à la limite de l'hypotension ou de l'hypertension, et le fait de consommer un petit peu ces plantes-là, ou un peu plus ou un peu moins, pourrait les empêcher de passer à un seuil critique. Moi-même, il y a certaines infusions que je prends qui apaisent des douleurs menstruelles, ce ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde d'ailleurs, parce que on n'a pas les mêmes fonctionnements. Et comme pour des médicaments, puisque si un principe actif, c'est comme pour un médicament, il y a une réaction qui se passe avec le corps, et nos corps sont différents, parce que les êtres humains sont uniques. Il y a des essais à faire et des réajustements à faire. Et il faut toujours prendre conscience de la dangerosité des plantes, comme je le disais, quelque chose qui peut être très bon pour vous, très souvent peut être aussi très mauvais. Ce n'est pas non plus une raison pour l'éradiquer, parce que, comme l'a dit une certaine personne fort connue, ce n'est pas, je vais peut-être mélanger, tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. J'ai moi-même envisagé un temps l'herboristerie, et j'y ai réfléchi quelques semaines, voire quelques mois. Et ensuite j'ai abandonné l'idée pour diverses raisons. Donc pour en faire une synthèse concernant mon attrait pour les plantes, c'est vrai que j'aime la proximité d'espaces qui sont riches en flore, également en petite faune qui l'accompagne, voir des mésanges, des rouges-gorges, des bouvreuils, des moineaux, c'est toujours agréable. Parfois des pies qui sont plus grosses, ou des corneilles, ça me fait toujours plaisir. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez répandu chez l'être humain. Par exemple, en ville, on a constaté, une étude au moins, il y en a peut-être plusieurs, j'ai lu des conclusions d'une seule étude, on s'était aperçu que la présence d'un arbre, dans un espace vert, à proximité d'une habitation, augmentait le bien-être, contribuait à l'augmentation du bien-être des personnes présentes. On ne sait pas forcément pourquoi, mais sans grand doute, ce n'est pas très naturel de vivre dans des endroits tout gris, ou blancs, ou
bleus, peu importe, qui sont tout droits, complètement minéraux. Et le végétal est important pour nous, ne serait-ce que pour la respiration, puisque là je vais loin, parce qu'évidemment l'air circule, l'air est respirable, même s'il peut être pollué. Mais il est possible que notre cerveau au fil du temps, associer la présence de plantes à un meilleur air. Et de toute façon, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus prisé, je pense, quand on pense aux canicules et à l'intérêt d'avoir des arbres qui donnent de l'eau, qui retiennent de l'eau à proximité des habitations, à proximité des rues qui ombragent les avenues en ville. J'aimerais, et j'espère savoir davantage, quels sont les arbres que je regarde, quelles sont les fleurs que je regarde. J'en reconnais certains, mais pas d'autres. Trop peu à mon goût. Donc j'apprécie les plantes pour leur aspect, pour leur goût, pour leur intérêt, les intérêts qu'elles ont pour la santé. Parfois, j'aime simplement regarder la verdure, ne me pose pas de questions, il y a des arbres, de l'herbe et ça me fait plaisir de passer là. Et d'autres fois, je vais regarder plus attentivement la structure d'une fleur ou regarder comment est une écorce, quelle est la forme des branches d'un arbre, ou tout simplement vont attirer mon attention. Et le fait que j'aime, je pense aussi, les voir me pousse à vouloir les représenter. Et pouvoir les représenter tout en m'en servant d'une certaine façon. Alors ça peut paraître très hypocrite. Comme quand j'entends des personnes qui mangent donc de la viande et qui disent faire honneur à la bête qui a été tuée. Je ne considère pas les plantes de la même façon qu'un animal. Et je pense que ce serait très hypocrite de faire autrement. Je serais assez intéressée par le fait de cultiver des plantes ayant des propriétés tinctoriales. Et de pouvoir ainsi créer moi-même Je vais vérifier que ça filme. Et de pouvoir ainsi créer moi-même mes propres peintures. Je pense aussi je pense que ça a joué dans ma réflexion, même si j'en avais pas forcément conscience. Je pense à un film documentaire que j'ai vu l'année dernière. J'ai eu la chance de regarder ce documentaire en projection gratuite. Il s'appelle Akeji, le souffle de la montagne, et il a été réalisé par Mélanie Chan, je crois, et Corentin Lecomte, si je ne déforme pas le nom des réalisateurs. C'est un documentaire, je ne sais pas si biographique est vraiment le terme, parce qu'on ne comprend pas tellement ce qui se passe. C'est très beau à voir. Il suit quelques jours sur plusieurs saisons de vie d'un vieux peintre japonais qui vit avec sa femme dans un environnement naturel préservé sur le flanc d'une montagne, assez loin donc de toute civilisation. Ils vivent de façon érémitique.
Et ce peintre prépare lui-même, aidé notamment parfois aidé de sa femme, ses propres pigments, et depuis des années c'est ce qu'il fait. Et ma foi, le résultat a l'air de tenir. Toutes ces réalisations ne me parlent pas, toutes ces œuvres ne me parlent pas forcément. Mais sa personnalité, quelque chose dans son mode de vie, encore une fois ce n'est pas quelque chose auquel je tends forcément, le fait de vivre en ermite, dans des conditions aussi difficiles. Mais il y a quelque chose qui me parle. Une proximité peut-être avec ceux qu'on soit. J'en parle comme si je le faisais, mais ce n'est pas quelque chose que je fais. En sachant qu'une partie du matériau est conçu ou est fabriqué par nous-mêmes, je pense qu'on doit avoir un rapport très différent à l'objet une fois fini, à l'œuvre finie. Et quand on a passé du temps, non seulement à faire le dessin, à faire les traits, mais aussi à préparer tout cela, peut-être à y réfléchir tout en faisant autre chose, qui a ce même but, c'est-à-dire par exemple cueillir des plantes, les sécher, les faire infuser, les piler. Je trouve qu'il y a un aspect un peu... peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'obsession, mais qui permet à la pensée de l'œuvre, à mon idée, puisque je ne le vis pas, à la pensée de l'œuvre de vivre plusieurs heures, voire plusieurs jours avant ce qui est la dernière ou l'avant-dernière étape de sa réalisation, c'est-à-dire le fait de la poser sur papier. Et c'est quelque chose que j'aimerais vivre, je pense. Voir, sentir ainsi une œuvre se développer. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu dans l'écriture. Avoir des images, des mots qui tournent et qui ne sont pas figés par des brouillons, des trames qui se promènent et jusqu'à ce que ce soit le moment soit bon d'écrire. Et pendant toutes les activités de la journée, quelque chose se passe en arrière-plan. Parfois de façon consciente, parfois de façon inconsciente. Des gestes automatiques laissent, par exemple, je sais pas, le fait de cuisiner, de prendre sa douche, de marcher d'un point A à un point B, laisse une disponibilité à l'esprit pour réfléchir à ça, pour réfléchir à ce qu'on est en train de préparer. C'est déjà la gestation de l'œuvre. Et je pense que je l'ai beaucoup moins vécu en dessin ou en peinture. Puisque jusqu'ici, j'ai probablement eu deux façons de l'aborder. Soit de façon spontanée ou presque spontanée, soit de façon où la réflexion se faisait en même temps que l'application, la recherche de l'application de certaines techniques que j'essayais d'apprendre en même temps. Voilà, donc c'est ce qui me fait penser, enfin ces choses se conjuguent pour m'amener à repenser le rapport au physique. Le rapport à la création physique. Je ne pense pas, je n'espère pas, comme je disais quand je parlais d'authenticité,
que ce ne soit si dépassé que cela. On remarque un engouement qui est toujours présent pour les reconstitutions, pour les films d'époque, pour l'artisanat, que ce soit de l'artisanat d'art ou de l'artisanat inspiré de techniques anciennes mais remise au goût du jour, tout ce qui est par exemple la création d'armures, de corsets, de vêtements partiellement traditionnels, partiellement fantaisistes, des armes également, des meubles, tout ce qui est de l'ébénisterie, des objets de décoration. Et pourquoi pas, enfin ça existe, cet art existe encore, donc pourquoi ne pas continuer à le faire vivre, quitte à prendre une partie de la tradition et créer une partie d'autre chose, ou en tout cas y insuffler une partie de modernité. Peut-être le voir de façon plus artistique, artisanale, dans le sens où la tradition évolue peu à peu et la place de l'individu est généralement assez effacée. Et moi, je pense avoir ma propre personnalité que je n'ai pas du tout envie d'effacer. Voilà. Je pense que je suis allée au bout de cette réflexion-là et j'espère pouvoir la réécouter plus tard et en tirer quelque chose. J'espère pouvoir la réécouter après avoir écrasé des pissenlits et fait du brou de noix. Et j'espère me dire que c'est une aventure intéressante et qui intéresse d'autres personnes que moi.